Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, rien sur l'essentiel, mais des aménagements. Nicolas Sarkozy lâche un peu de lest sur les retraites, pénibilité, carrière longue, 1 milliard d'euros selon le gouvernement. Réponse ce soir des syndicats, ils dénoncent un bricolage et appellent à une nouvelle journée d'action. Ce sera le 23 septembre. Le meurtrier présumé de la jeune joggeuse à Lille a été mis en examen et écroué. Un témoignage ce soir, nous entendrons la première victime du récidiviste. Elle évoque sa peur et ses pressentiments. La polémique rebondit sur le chèque versé par l'État à Bernard Tapie pour solder le litige. On parlait de 20 à 50 millions, ce sera finalement 210 millions d'euros. Peut-être un tournant dans la pratique de la garde à vue. Le nouveau projet prévoit la présence d'un avocat pour toute la durée de la procédure, sauf circonstances particulières. Les fouilles au corps, par ailleurs, sont allégées. L'espoir pour Sakineh Saktiani, la justice iranienne suspend la sentence de mort par lapidation de cette mère de 43 ans. Son sort fait l'objet d'une grande mobilisation en France et ailleurs. La victoire qui fait du bien, on reviendra sur le premier succès de Laurent Blanc à la tête des Bleus face à la Bosnie. Et puis c'est l'événement de la rentrée littéraire, le nouveau roman de Michel Houellebecq, La carte et le territoire, se trouve déjà propulsé favori du Goncourt. Rockstar pour les uns, cynique, provocateur pour les autres. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Michel Houellebecq. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Bienvenue dans ce journal. La réponse du gouvernement et de l'Elysée n'aura donc pas traîné. Au lendemain de la grande journée de manifestation, Nicolas Sarkozy a annoncé ce matin en Conseil des ministres plusieurs modifications à la marge du projet de réforme des retraites. Il y a 1h30, les syndicats ont fait connaître leur réponse. Il y aura une nouvelle journée d'action. Ce sera dans 15 jours, le 23 septembre. On va y revenir. D'abord, le détail de ces concessions dévoilées en fin de matinée. Sophie Brune, Nicolas Auer. L'Elysée n'a pas tardé à réagir dès ce matin en Conseil des ministres. Premier volet retouché, les carrières longues. Cela concerne uniquement les salariés qui ont commencé à travailler avant 18 ans. Les conditions d'accès au dispositif seront assouplies, mais les modalités ne sont pas encore précisées. Autre signal adressé aux fonctionnaires. Ceux qui ont 3 enfants et 15 ans de carrière pourront encore partir en retraite pendant les 5 prochaines années. Mais c'est surtout sur la pénibilité que le texte évolue. Ce n'est plus 20, mais 10% d'incapacités qui seront nécessaires pour continuer à partir à 60 ans. 30 000 personnes devraient en bénéficier chaque année, soit 3 fois plus que précédemment. À quoi correspond ce seuil? Ce médecin conseil de la sécurité sociale établit les taux d'incapacité. Exemple pour un coude. L'articulation du cou, normalement, elle fléchit quasiment totalement et elle s'étend comme ça à 180 degrés. À partir du moment où on ne fléchit pas au-delà de l'angle droit comme ceci, on sera largement au-dessus de 10%. À l'Assemblée, le débat a commencé cet après-midi. Les socialistes ne sont pas satisfaits des annonces du gouvernement. Messieurs les députés, les avancées de Nicolas Sarkozy sont hélas dérisoires. J'aurais mieux aimé dans l'intérêt du pays qu'ils prennent au sérieux les propositions des socialistes. La manifestation de 2,5 millions de personnes, soutenue par 70% des Français, ils ne lâchent que quelques miettes. Des miettes pour le PS, des avancées suffisantes pour l'UMP. En tout cas, selon le gouvernement, ces mesures vont coûter 1 milliard d'euros. Bonsoir Agnès Molinier, vous êtes en direct de Montreuil, devant le siège de la CGT où les syndicats étaient réunis ce soir. C'est donc une fin de non-recevoir. Le mouvement va continuer. Absolument. Les syndicats pensent que le compte n'y est pas. Les avancées sur la pénibilité et les carrières longues étaient attendues, mais ils avaient déjà prévenu qu'elles ne suffiraient pas. Alors il n'y a pas de surprise. Ce soir, ils demandent toujours que le gouvernement revienne sur la retraite à 62 ans. Alors ils savent que le temps presse puisque le débat sera clos à l'Assemblée, on l'a dit, le 15 septembre, c'est-à-dire dans une semaine. D'ici là, en se remobilisant, ils espèrent peut-être obtenir encore des concessions, par exemple pour les femmes, pour qu'elles n'aient pas à cotiser jusqu'à 67 ans quand leurs carrières sont incomplètes, ce qui est souvent le cas. En choisissant la date du jeudi 23 septembre, c'est directement les sénateurs qu'ils visent, sur qui ils espèrent peser, puisqu'ils débattront, eux, en octobre. On peut dire ce soir, David, que le bras de fer continue. Agnès Molinier à Montreuil. Merci Agnès. L'actualité judiciaire avec la mise en examen du meurtrier présumé de la joggeuse Natacha Mougel à Lille. L'homme a été écroué, il s'agit, vous le savez, d'un récidiviste, il reconnaît les faits. L'ambiance était tendue tout à l'heure au palais de justice. Sur place, Marianne Mas, Patrick Würstorn. Mise en examen pour enlèvement, séquestration, viol avec arme et meurtre. Alain Pénin, l'assassin présumé de Natacha Mougel, a été écroué. Il aurait intégralement reconnu les faits. aujourd'hui,
Tout ce que souhaite cet homme qui se décrit comme un malade, c'est pouvoir être soigné. Voilà quels ont été ses premiers mots. Vous allez défendre là? Face à l'avocat, des membres de la famille de Natacha craquent. Est-ce que vous avez vu les photos, maître? Qu'est-ce qu'il a fait de cette belle fille? Il l'a massacrée. Vous êtes l'avocat du diable. Toute la journée, la tension était montée autour du palais de justice. Une dizaine d'amis et collègues de Natacha Mougel s'y étaient donné rendez-vous pour dire plus jamais ça. C'est tout ce qu'on veut faire passer, il ne faut pas que ça arrive. Ça aurait jamais dû arriver, on ne comprend pas comment ça arrivait et on veut plus que ça arrive, c'est tout. On peut dire qu'elle ne le méritait pas, mais personne au monde peut mériter des atrocités pareilles, excusez-moi. Déjà condamné pour viol en 2006, sorti depuis 1 an en libération conditionnelle, Alain Pénin est au regard de la justice un récidiviste. Il risque la perpétuité. Et je vous propose maintenant d'entendre un témoignage courageux. La première victime d'Alain Pénin a décidé de s'exprimer. Elle a 31 ans, elle en avait 25 il y a 6 ans lorsqu'elle a été agressée et violée. Elle parle de sa peur et aussi de son pressentiment. Témoignage recueilli par Franck Genozo et Vincent Barral. Il y a quelques mois, la peur l'a poussée à déménager. Sylvia venait d'apprendre que son agresseur était sorti de prison. Elle avait, dit-elle, un mauvais pressentiment. 9 mois plus tard, Alain Pénin a récidivé. Quand il est sorti, je me suis tout de suite dit, de toute façon, je vais entendre parler de lui. Je le savais, quoi. Mais de toute façon, on le sait, parce que quand on a été avec cette personne, on le sent. On le sent, c'est fort en lui, on le sent. J'avais peur qu'il s'en prenne encore à moi une fois sorti, parce que je savais que de toute façon, c'était quelqu'un qui recommencerait. Donc je voulais pas avoir affaire encore à lui. Il y a 6 ans, elle fait son jogging dans ce parc de région parisienne. Alain Pénin est là, au détour d'un sentier. Il l'agresse avec un couteau, puis la viole à plusieurs reprises dans les sous-bois. La jeune femme sent qu'il va la tuer, alors elle essaie de l'amadouer pour qu'il lui laisse la vie sauve. À la seconde où je me suis retrouvée avec lui, j'ai tout contrôlé, même le battement de cils, le battement de cœur, les mains qui tremblent. Non, tout ça, il fallait pas. Il fallait que je lui fasse comprendre que j'étais de son côté. Je lui ai dit, moi aussi, j'ai pas de famille. Enfin, moi non plus, j'ai pas de famille. Moi non plus, j'ai pas de travail, etc. Je lui ai fait croire plein de choses et voilà. Peut-être que ça l'a un peu décontenancé, et je sais pas. Mais dimanche, dans la forêt de Falampin, Alain Pénin n'a visiblement pas réussi à contrôler ses pulsions meurtrières. Et cette issue tragique n'étonne pas Sylvia. Pourquoi vous n'étiez pas étonnée? Parce que pour moi, je sais qu'il avait prévu la même chose. Tout simplement. C'est pas le profil de la personne qui fait son truc et qui s'en va. Il avait vraiment quelque chose en lui, il avait cette hargne. Donc je m'en doutais. Aujourd'hui, Sylvia dit se sentir mal, elle qui a eu la chance de s'en sortir. Elle aurait aimé pouvoir sauver cette nouvelle victime. C'est vrai que quelque part, moi je suis en vie, pas elle. Je n'ai que ça en tête. Je n'ai que elle, tout le temps elle. Elle, c'est moi. Je la connais comme si je la connaissais. J'aurais voulu être son ange gardien, en fait. J'aurais voulu être là. Lui dire non, fais pas ça, dis pas ci, dis pas ça. Quant à l'avenir de son agresseur, son avis est sans équivoque. Il faut l'enfermer à vie, quoi. À vie, il faut jamais qu'il sorte, parce que il ressort, même 20 ans, 25 ans après, s'il ressort, il recommencera. Et puis il fera peut-être encore pire. Ouais, non, faut pas qu'il sorte, lui. 6 ans après les faits, c'est la première fois qu'elle évoque son agresseur, sans jamais citer son nom. Le courage d'une jeune femme de 31 ans qui a choisi de prêter sa voix pour raconter le calvaire d'une femme qui n'est plus là pour le faire. Oui, les récidives en matière criminelle, rappelons-le, sont très rares, mais elles choquent l'opinion. En ce moment même, un nouveau projet de loi sur la sécurité est discuté au Sénat et il prévoit notamment d'élargir le port du bracelet électronique pour les récidivistes après la fin de leur peine. Quelle efficacité, quelle limite aussi pour ce dispositif? Explication à Maury Guibert, Daniel Lévy. Il est comme rivé à la cheville, impossible de le détacher. Le bracelet électronique permet de contrôler les mouvements d'un condamné 24 heures sur 24. Voilà. En cas d'alerte, la réaction de l'administration pénitentiaire est immédiate. 05. Je vous appelle, vous avez dépassé un petit peu la distance? Aujourd'hui là? Ouais, à l'instant là, il y a 5 minutes.
Pour les criminels sexuels, la surveillance est encore plus stricte. Grâce à la localisation par satellite, il est possible de leur interdire certaines zones, comme les abords d'une école. La récidive est alors quasi nulle. Ça s'explique par la pression psychologique que représente le bracelet. Le sujet sait qu'il est repéré, qu'effectivement, s'il fait quelque chose de délictueux, il sera immédiatement interpellé. Mais aujourd'hui, à peine 30 condamnés dangereux sont équipés d'un bracelet, un dispositif limité et qui pour certains magistrats ne suffit pas. Je crois moi plus en termes de prévention de la récidive de la délinquance au travail qu'on peut faire avec le condamné, l'accompagnement qu'on peut mettre en place, le suivi psychologique, le travail éducatif, de réinsertion, etc. Plus que véritablement un dispositif technique ou technologique qui de toute façon trouvera toujours ses limites. Pas infaillible en effet, il y a un an à Montpellier, un récidiviste qui avait braqué ce bar tabac avait été arrêté par la police avec à sa cheville un bracelet électronique. Et rappelons en tout état de cause que dans l'affaire de Lille, le meurtrier présumé n'était pas un récidiviste au moment de sa sortie de prison. Un nouveau rebondissement dans l'affaire du montant versé par l'État à Bernard Tapie après l'arbitrage rendu en sa faveur. Le gouvernement affirmait qu'il ne toucherait que 20 à 50 millions d'euros. Eh bien, selon le Canard enchaîné, ce sera finalement 210 millions d'euros. Des élus de la majorité parlent ce soir de scandale d'État. L'homme d'affaires, lui, nuance ce montant. Dominique Verdaillan, Daniel Lévy. Depuis 2 ans, le chèque que doit toucher Bernard Tapie fait polémique et ne cesse de grossir. En 2008, dans l'affaire Adidas Crédit Lyonnais, un tribunal arbitral évalue à 285 millions d'euros la somme à lui verser. Une somme réévaluée à 400 millions avec les intérêts. Impôts et dettes déduits, Bernard Tapie devait toucher, selon le ministère des Finances, 50 millions au grand maximum. Aujourd'hui, on est loin du compte. On parle désormais de 210 millions d'euros versés par l'État. Un montant qui ne passe pas chez plusieurs députés qui mettent en cause Christine Lagarde, ministre des Finances. Madame Lagarde a péché par omission et que Madame Lagarde, sur un sujet aussi sensible, ne peut pas l'avoir fait sans être inspirée par Sa Majesté. Et je trouve que les Français, les contribuables sont ainsi spoliés, ils sont trompés, comme leurs représentants l'ont été. Et il faut que le ministre de l'économie vienne devant les députés pour qu'on sache pourquoi on a menti ainsi au peuple par l'intermédiaire de ses représentants. Pour Bernard Tapie, il y a confusion entre l'arbitrage et la vente de ses actifs personnels. Autrement dit, son bateau, ses appartements et maisons ainsi que les meubles et tableaux qui avaient été saisis. Récemment, Bernard Tapie promettait de révéler la somme qu'il doit toucher. Je le publierai et en même temps, je vais faire une chose, parce que maintenant je sais le chiffre. Je vais publier ce qui me restera et ce que le Crédit Lyonnais a gagné. Ce soir, ni Bercy ni Bernard Tapie n'ont souhaité commenter la somme avancée. En bref, les suites de l'affaire Woerth-Bettencourt, Nicolas Sarkozy avait annoncé en juillet une commission de réflexion sur les conflits d'intérêts. Elle a été mise en place aujourd'hui par un décret et elle sera présidée par le vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé. Peut-être un tournant, je vous le disais, dans la pratique de la garde à vue. Après la censure du Conseil constitutionnel, la garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, a présenté un nouvel avant-projet. Principale disposition, il prévoit la présence d'un avocat pour toute la durée de la procédure. Un sujet très sensible pour les magistrats et pour les policiers. Faut-il souhaiter ou craindre la fin d'une époque? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Hakim Abdelkalek, Mourad Bouretima. Pour ceux qui l'ont vécu, la garde à vue est surtout une épreuve psychologique. C'est le cas pour Marina Bargeron. Mai 2009, elle manifeste dans la rue et se retrouve avec une trentaine d'autres militants en garde à vue pour dégradation. On m'a demandé d'enlever mes chaussures, enfin mes lacets, mes chaussures. On m'a mis dans une cellule avec une prostituée. Donc elle avait ses bottes, j'ai pas compris, parce qu'elle avait des gros talons et moi j'étais pieds nus. Ensuite on m'a emmené pour me fouiller, à corps. Donc j'ai eu le droit de rester en culotte, mais sinon j'étais toute nue. On m'a gardé le soutien-gorge en disant que c'était dangereux, je pouvais me blesser ou blesser quelqu'un. C'est horrible parce qu'on est nu devant quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est là pour nous juger, nous tâter. Donc elle tâte partout, elle commence en haut, elle commence en bas, puis nous a traités exactement comme si on avait tué quelqu'un ou violé ou je sais pas. Donc là, ouais, c'est dur. La fin de ces fouilles au corps intégral, c'est ce que prévoit notamment le projet du ministère de la Justice. L'an dernier, 790 000 personnes ont été placées en garde à vue, dont 170 000 pour des délits routiers. Jusqu'à présent, l'avocat était présent brièvement au début ou à la 20e heure de la garde à vue.
Le ministère de la Justice prévoit, et c'est une révolution judiciaire, la présence permanente d'un avocat. Nous sommes dans les locaux de la PJ à Paris. 20 ans que le commissaire Thierry Huguet interroge des gardés à vue. Pour les policiers, la présence permanente d'un avocat risque de casser la dynamique du huis clos. Je me souviens de cette personne qui avait tué un jeune motard délibérément sur le périphérique et qui niait catégoriquement les faits et qui a simplement voulu, à un moment donné, décider de parler à quelqu'un qui était en costume parce qu'elle voulait parler à quelqu'un qu'elle supposait être l'émanation de l'autorité la plus haute du gouvernement. Et c'était vous? Et c'était moi parce que simplement j'ai eu à ce moment-là le hasard heureux de rentrer dans le bureau et immédiatement le contact s'est noué avec cette personne et il ne s'est jamais dénoué tout le temps de la garde à vue. Et elle ne voulait parler absolument à personne d'autre. Donc c'est un moment d'intimité. C'est un moment d'intimité. Les avocats émettent également des réserves. Le projet prévoit des exceptions. La présence d'un avocat pourrait être différée lors de cas particuliers, comme pour les affaires de pédophilie. Autre innovation, les gardes à vue ne concerneraient plus que les personnes qui encourent la prison. Pour les autres, une nouvelle procédure, l'audition libre serait créée. Une procédure illimitée dans le temps et sans aucune assistance. Pour les avocats, c'est une garde à vue qui ne dit pas son nom. L'actualité à l'étranger avec cette note d'espoir pour Sakineh Shaktiani. La justice iranienne suspend la sentence de mort par lapidation de cette mère de 43 ans. Son sort, vous le savez, a fait l'objet d'une grande mobilisation en France et ailleurs. Samassoula, David Dameda. Il s'agit seulement pour l'heure d'un sursis pour Sakineh Ashtiani. Sa condamnation à mort est suspendue et son cas réexaminé. C'est le porte-parole des affaires étrangères iraniennes qui l'a annoncé aujourd'hui par téléphone à la télévision, sans donner plus de détails. Un répit pour cette Iranienne de 43 ans dont le sort suscite depuis des semaines une vague d'émotions en Occident. Vatican, Parlement européen et même la première dame de France se sont mobilisés pour cette femme en attente d'exécution pour double adultère et complicité de meurtre de son mari. Les autorités françaises ont fait de Sakineh une cause nationale. Elles se veulent aujourd'hui prudentes et veulent vérifier le sens de cette suspension. Bernard-Henri Lévy, qui a révélé le cas de Sakineh, veut maintenir la pression. La suspension ne veut pas dire l'arrêt, ne veut pas dire la grâce. Sakineh est innocente, elle n'a commis aucun crime, elle doit être graciée, elle doit être rendue à sa famille, à ses enfants, elle doit être libérée. Signe peut-être révélateur des intentions iraniennes, la condamnation à mort de Sakineh n'a jamais été confirmée par la Cour suprême, comme l'exige la loi pour les exécutions. En attendant le nouveau verdict, les autorités iraniennes dénoncent l'ingérence occidentale, expliquant que cette affaire relève de la justice et non des droits de l'homme. À l'étranger encore, en bref, un atterrissage miraculeux pour cet avion de ligne avec 81 personnes à bord. Il faisait route vers Moscou lorsque les systèmes électriques sont tombés en panne. Les pilotes ont pu faire atterrir le Tupolev sur cette piste militaire désaffectée dans le Grand Nord, en pleine taïga. Retour en France avec l'accalmie dans le sud-est. Les pluies ont cessé, l'alerte est levée, pas de victimes, mais de gros dégâts dans certaines agglomérations. À Saint-Andiol, dans les Bouches-du-Rhône, Isabelle Stès, Christophe Larocca. Tous les moyens sont bons pour circuler dans les rues de Saint-Andiol. Vous allez où comme ça? Laver le linge, le sécher, et voilà. En attendant qu'on ait tout à la maison. Parce que là, vous n'avez plus rien. Non. Dans ce lotissement, pas une habitation n'a été épargnée par la montée des eaux, jusqu'à 1,50 m hier. Comment ça va? On fait comme on peut, on fait aller. On attend que l'eau baisse et puis on verra au fur et à mesure des événements. Hélène Bougnas était en vacances. Il est rentré ce matin et découvre les dégâts dans sa maison. Ici, la chambre de sa fille de 1 an. Il n'y a plus rien non plus. Rien du tout. Vous ressentez un vide. Parce qu'on se dit... Pour moi, on se demande ce qui va nous rester. On est un vide. Chacun ici raconte la même histoire, ressent la même détresse. Tout a été chaviré, on dirait qu'il y a eu un tremblement de terre. Il n'y a plus rien en place.
Plus de 200 habitations sont ainsi inondées sur la petite commune de Saint-Andiol. Il faudra quelques jours pour évacuer l'eau, mais le nettoyage et l'évaluation des dégâts devraient prendre des semaines, alors que de nombreuses familles se retrouvent sans biens et sans hébergement. En bref, la sécurité routière avec un chiffre encourageant. Le nombre de tués sur les routes au mois d'août a baissé de 4,9% par rapport à la même période de l'année dernière. Rappelons qu'en juillet, le nombre de victimes était reparti à la hausse. Il est 20h18, restez avec nous. À suivre, acheter un logement pour le louer et payer moins d'impôts va devenir moins attractif. La loi Sellier est à son tour touchée par la chasse aux niches fiscales. Explication dans un instant. Quelque chose a-t-il changé dans l'équipe de France de football? On reviendra sur la première victoire de l'Air Laurent Blanc face à la Bosnie. Et puis une présence exceptionnelle. Il est l'homme qui concentre tous les regards de la rentrée littéraire. Michel Houellebecq, le plus célèbre et le plus énigmatique des écrivains, est avec nous pour son nouveau roman. D'abord donc l'économie et ce coup de frein à l'un des dispositifs classiques pour alléger sa feuille d'impôt. La loi Sellier sera nettement revue à la baisse. Valérie Lerouge, Annie Triboire avec notre bureau à Lyon. Ce promoteur immobilier en a fait son principal argument de vente car le cadeau fiscal ne va pas durer. La loi Sellier lui a permis de lancer 6 nouveaux chantiers et les clients en redemandent. Ces logements neufs sont en effet en partie remboursés par l'État. La loi permet à un acquéreur de déduire de ses impôts 25% de son investissement sur 9 ans s'il le loue avec un loyer plafonné. Un coup de pouce qui fait les beaux jours des professionnels du bâtiment. Il représente une masse d'investissement dans l'économie française considérable, 12 milliards d'investissements par an. Il représente à peu près, il génère 120 000 emplois. Et puis aussi, il permet de produire des logements pour des candidats à la location. Il était déjà prévu de réduire le dispositif de 25% à 15% l'an prochain. Ce sera finalement 13,5%. Et au lieu des 10% annoncés pour 2012, il faudra se contenter de 9%. Une niche de moins en moins attractive. Prenons l'exemple d'un studio en vente ici à 200 000 €. Si un particulier l'achète avant la fin de l'année, le cadeau fiscal sera de 50 000 €. S'il l'achète en 2011, il ne récupérera que 27 000 € de l'État et 18 000 en 2012. Autre mauvaise nouvelle pour les acquéreurs potentiels de logements Sellier, les loyers qu'ils pourront percevoir seront revus à la baisse, sauf à Paris. En bref, encore à propos d'économie, les abonnements groupés alliant Internet, télévision et téléphone fixe pourraient coûter plus cher. Le gouvernement souhaite relever à 19,6 le taux de TVA alors qu'il était à 5,5 pour la moitié de ces offres. La mesure pourrait rapporter à l'État plusieurs centaines de millions d'euros. Football, l'équipe de France a retrouvé le moral. Première victoire pour le sélectionneur Laurent Blanc. 2-0 contre la Bosnie hier soir. Les Bleus ont retrouvé aussi un avant-centre en la personne de Karim Benzema. Christophe Duchiron, Mathieu Bierden. Ça fait drôle car ça fait belle lurette que les Bleus n'avaient pas fini un match de foot en accolade virile et en farandole de sourire. Composé de grévistes du mois de juin, de bannis du mondial et de jeunes aux dents longues, les Bleus ont battu la Bosnie 2-0. Hier soir à Sarajevo, tout ce qui était bleu était heureux et réciproquement. Ce soir, je pense que tout le monde est content. Ce soir, je suis content. C'est bien, je suis content. Je suis content pour le groupe et aussi, personnellement, je suis content aussi. Soyons justes, on n'en est pas encore à ressortir les superlatifs de la boîte à souvenirs. Il n'empêche, avec le retour de Benzema en attaque, les Bleus avaient meilleure mine. Quand bien même, il leur a fallu attendre plus de 70 minutes pour convertir en but une occasion. Longtemps, les Bleus ont tiré à blanc. Avec beaucoup de talent et d'à-propos, Benzema finit par ouvrir le score de cette rencontre qui ne fut pas un sommet footballistique, mais qui fut maîtrisé dans beaucoup de compartiments du jeu par les Français, ce qui au regard des dernières prestations est un encouragement. 6 minutes après le premier but, Malouda marque à son tour. Fut un temps où après une victoire on aurait frôlé l'emballement, mais pas avec Laurent Blanc. On ne va pas dire que c'est fantastique, on n'a gagné qu'un match sur les deux, donc c'est moyen, mais ça peut être le départ de quelque chose de bien. À l'arrivée à la descente de l'avion blanc, ce matin on a retrouvé l'équipe de France comme on l'avait quitté hier, souriante, accessible et soudée, et surtout relancée dans la course à la qualification de l'Euro 2012. Et le football réchauffe les cœurs. La preuve par l'image, les 33 mineurs chiliens coincés 700 mètres sous terre ont pu suivre hier en direct un match amical de leur équipe nationale grâce à un système de transmission par fibre optique. Et un écran de projection. Pour la petite histoire, sachez que le Chili s'est incliné en Ukraine 2-1. On en vient maintenant
à ce qu'il faut bien appeler le phénomène Houellebecq. C'est l'événement de la rentrée littéraire. Son nouveau roman, La carte et le territoire, sort en librairie. Mais c'est un phénomène aussi en raison de la personnalité de l'auteur ou de ses déclarations qui ont souvent fait scandale. Merci d'être avec nous, Michel Houellebecq. Merci de m'avoir invité. Vous aimez la télévision, vous en parlez beaucoup dans le roman, dans le livre. En réalité, j'ai acheté une parabole en juin, donc c'est assez récent. Tout ce qui est dans le livre, c'est quand je visitais la France. Je regardais la télévision en même temps. Vous regardiez Julien Lepers, Question pour un champion. Oui, Jean-Pierre Pernaut, enfin un peu tout à vrai dire, hein, mais disons les émissions qui m'ont frappé, oui. Et l'actualité, les informations, vous les suivez? Non, pas pendant que j'ai écrit le livre, parce que je pense que quand on écrit un livre, c'est mieux de se couper, d'arrêter toute information, donc d'être seul, de laisser le livre suivre son chemin. Quand on a fini le livre, on peut recommencer à écouter, oui, les informations. Alors avant de poursuivre, et pour ceux qui vous connaissent mal, retour sur votre parcours. Bruno Ledreff, Jean-Jacques Le Garec. La première fois, c'était sur France 2, dans une émission tardive. Il venait parler de son premier roman, Extension du domaine de la lutte. Enfin, le personnage, disons, n'essaye plus grand-chose. Pas un look glamour, mais déjà il attire l'attention et surtout les ventes. Le scandale viendra quelques années plus tard avec Plateforme, roman pour lequel il est accusé d'islamophobie, insulte le guide du routard et semble défendre le tourisme sexuel. Dans la foulée, il échoue 3 fois au Goncourt, mais finit par remporter l'Interallié en 2006. Le prix a été attribué à Michel Houellebecq. L'homme énerve certains, pourtant la littérature française s'est bien trouvé un véritable écrivain. C'est un des grands écrivains français. Bon, c'est vrai qu'il y a une espèce de culte qui lui nuit, parce que moi je pense qu'il y a des écrivains majeurs en France aujourd'hui, comme Jean-Marie Leclésio, Michel Tournier et quelques autres. Mais je trouve que disons dans le paysage littéraire français, c'est une figure importante, c'est une figure qui restera pour quelques livres. Pas tous évidemment, mais pour quelques livres. Il adapte lui-même 2 de ses livres au cinéma, mais n'y connaît pas le même succès qu'à l'écrit. Il passe également à l'oral et un public quelque peu surpris le découvre chanteur au Printemps de Bourges en 2000. Quoi qu'on en pense, Michel Houellebecq affiche des chiffres rares. En 19 ans et 18 livres, 3 millions d'exemplaires vendus en France. Il est également traduit en 40 langues. Alors Michel Houellebecq, ce qui frappe quand même dans La carte et le territoire, le changement, c'est que vous êtes beaucoup moins provocateur, beaucoup moins sulfureux qu'avant. Pas d'attaque contre les religions ou contre l'islam, pas de promotion du tourisme sexuel. C'est le succès qui vous a rendu plus indulgent? Je crois pas. Bon, il y a les thèmes principaux de ce livre-là, la longue relation entre un père et son fils, quand le père est proche de mourir, la représentation du monde par l'art. C'est pas des sujets qui prêtent immédiatement à la polémique. Donc là, je m'y suis vraiment attaqué, alors que je les avais effleurés brièvement dans le livre précédent. Et il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour certains sujets. Et là, je suis en plein dans la relation père-fils, dans l'art. Donc ça se prêtait moins finalement à ça. Oui. Alors, les critiques sont dithyrambiques. Oui. Vous aimez peu les critiques, enfin on sent que dans ce livre d'ailleurs, face aux journalistes, face aux critiques littéraires, vous avez parfois des mots assez durs. Ça vous touche ces critiques positives? Parce qu'en même temps on sent un grand détachement chez vous, alors on pourrait penser que vous n'y pensez pas trop. Non, il y a des gens qui ont... La critique littéraire fait partie de la littérature. Donc il y a des critiques que j'estime, que je lis, qui me font peur. J'ai peur de leur jugement, mais c'est pas tous. Ça vous touche quand même alors? Pas tous. Il y a quelques personnes qui sont de très bons lecteurs. Et effectivement, leur critique me ferait du mal. Mais il y en a peu, forcément. Mais vous n'êtes pas dans une tour d'ivoire donc? Ben non. Enfin, quand j'écris ici, mais quand je sors un livre, non. Et le Goncourt, vous y pensez? Parce que tout le monde y pense pour vous là. Oui, mais il vaut mieux pas penser aux choses qui dépendent pas de vous, ça c'est classique. Mais ça vous toucherait? Mais c'est un prix important dans la vie française, bien sûr. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de se tenir au courant et achètent un livre, le Goncourt, pour se tenir au courant de la littérature. Ça joue ce rôle-là et c'est bien. Alors dans ce livre, il y a une chose étonnante, c'est qu'un des personnages, c'est Michel Houellebecq. C'est vous-même, le héros du livre vous rencontre d'une certaine manière. Alors pourquoi avoir fait de vous-même un personnage?
Quand on se prend soi-même, ça a l'avantage, en un seul personnage, on en a beaucoup. On peut essayer de s'approcher de soi, on peut se décrire comme on n'aimerait pas devenir, ou alors s'imaginer un futur comme on aimerait être plus tard. Là, j'ai un peu fait des trois. C'est ça alors, hein. Oui, c'est ça. Se décrire comme on n'aimerait pas devenir, parce que vous dites à un moment donné, vous parlez de vous et vous dites ce débris torturé. Vous n'êtes pas tendre avec vous-même. Hein. C'est un alcoolique qui se couche à 9 h du soir avec des somnifères, une bouteille de vin et un livre, qui attend que les journées passent pour refaire la même chose. Oui, c'est une possibilité de mon futur que j'aime pas, mais la décrire permet peut-être de l'éviter même, je sais pas. Bon, vous nous rassurez alors, si ça n'est que la possibilité de votre futur. Ce qui frappe. Mais je peux aussi finir bien. La troisième intervention de Houellebecq, c'est sympathique comme vie. Voilà, ça paraît apaisé. Voilà, là on ne va pas dire la fin du livre, mais enfin c'est assez tragique. Ce qui frappe quand même dans ce livre, et comme dans tous les autres, c'est le ton un peu clinique avec lequel vous décrivez la société, les hommes, la solitude profonde des personnages, pas de relation d'amitié, impossibilité des histoires d'amour. C'est ça la vie, Michel Houellebecq, comme vous la ressentez, comme vous la voyez aujourd'hui? Soyons honnêtes, on vit quand même dans un monde où la plupart des emplois sont stressants. Il y a la sensation d'obscure menace qui pèse sur nous, économique, climatique, voire des virus, et où c'est pas une vie très chaleureuse. Enfin, on ne vit pas une société très chaleureuse. Vous êtes nostalgique? Non, parce que du passé. Je pense pas qu'on puisse revenir en arrière, du tout, sur rien. Oui. C'est pour ça que je suis pas nostalgique, c'est pour ça qu'on ne peut pas me dire réactionnaire, parce que j'ai la sensation que ce qui est passé est passé. Le futur, on verra. Mais un peu désespéré. Disons, peut-être faut-il pas trop espérer. Il faut se contenter de ce qui est supportable. Enfin, il faut se contenter de choses simples. Mais l'espérance est une des voies possibles à la déception. Enfin, aussi. Espérer. Espérer, pas trop, pour ne pas être déçu. Oui. Essayer de garder ce qui marche. C'est déjà pas mal. Merci Michel Houellebecq. La carte et le territoire, c'est chez Flammarion et c'est bien sûr l'un des grands romans de cette rentrée. Merci. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Rien sur l'essentiel, mais quelques aménagements. Nicolas Sarkozy lâche un peu de lest sur les retraites, pénibilité, carrière longue. 1 milliard d'euros selon le gouvernement. Réponse ce soir des syndicats. Ils dénoncent un bricolage et appellent à une nouvelle journée d'action. Ce sera le 23 septembre. Et puis, il y a 253 jours maintenant qu'Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs ont été enlevés en Afghanistan. Nous ne les oublions pas. Merci à vous tous. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko, ça ne s'arrange pas vraiment. 20h35, un téléfilm, Les petits meurtres d'Agatha Christie avec Antoine Duléry et Marius Colucci. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.